de l'IMO est centrale dans Tout pour investir, tous les jours. Et dans la vie aussi, Lorraine. Et dans la vie, absolument. Marie-Cœur de Roy, vous l'entendez parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Nous ne sommes pas seuls. Stéphane Descartier est également parmi nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous. Président de la Maison de l'Investisseur. Nous allons parler de deux sujets qui vous passionnent, l'apport personnel et les passoires thermiques. D'abord, l'apport personnel. Nous avons des bonnes nouvelles sur ce front, si je puis dire, puisque ça baisse. Mais oui, ça baisse, Lorraine, Stéphane. Regardez-moi, 3 ans qu'on vous dit que ça monte, et qu'on se dit on va plus jamais pouvoir décrocher un crédit immobilier. Et là, depuis le début de l'année, de nouveau, les banques sont un peu moins regardantes sur le niveau de l'apport personnel que vous allez avoir au moment de la souscription de votre crédit immobilier. C'est le courtier Finance Conseil qui nous donne des chiffres en exclusivité ce matin. Alors, à l'échelle nationale, on est en ce mois de février à 55 000 € en moyenne d'apport personnel par crédit immobilier. Ça reste beaucoup, ok, mais 55 000 €, c'est 10 000 de moins qu'en décembre dernier. On a baissé de plus de 18% à l'espace de 2 mois. Donc c'est assez impressionnant. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les régions, juste vous donner 2 régions qui me paraissent assez importantes. Allez-y. La première, c'est celle qui baisse le plus. En l'occurrence, on est sur la Nouvelle-Aquitaine Sud, donc ça comprend Bordeaux. Là, on est passé de 74 000 € d'apport personnel moyen en décembre dernier à 40 000 en ce mois de février. Et puis l'autre région qui m'amuse beaucoup, c'est l'Île-de-France, parce que les chiffres sont toujours stratosphériques. Alors on est, en ce mois de février, sur un apport personnel moyen en Île-de-France de 150 000 €. Évidemment, c'est énorme, mais ça reste 80 000 de moins qu'en décembre dernier. On était à 230 000. Alors, il faut bien savoir que l'Île-de-France est de toute façon toujours biaisée par Paris, par la cherté des prix, et puis par un autre élément, c'est qu'effectivement, dans le secteur, on a quand même assez peu, ou en tout cas beaucoup moins, de primo-accédants que partout ailleurs. Donc on a des secondos qui ont revendu leurs biens, qui gardent la cagnotte pour racheter plus grand, d'où cet apport personnel considérable. Je relativise quand même cette bonne nouvelle, parce qu'en plus on va pas avoir que des bonnes nouvelles avec Stéphane non plus, mais je relativise quand même cette bonne nouvelle parce que je vous rappelle que 55 000 € d'apport moyen, en réalité c'est encore plus de 30% du montant moyen emprunté. Rappelons qu'on a coutume de dire que l'apport personnel historiquement c'est plutôt 10-15%. Donc on a encore de la marge avant que le marché soit réellement dans la normalité qu'on a connue ces dernières années, dizaines d'années. Mais le marché va-t-il connaître à nouveau cette normalité, Stéphane ? Oui, enfin, moi je préfère une dynamique, on a une bien meilleure dynamique l'année dernière, par exemple, puisque là on est dans une dynamique de baisse de taux. L'année dernière on était encore dans une dynamique de hausse. Donc là, avec une dynamique de baisse de taux, les gens refont des projets, les gens réfléchissent, se reprojettent effectivement sur un investissement ou sur un achat de résidence principale. Donc ça va plutôt dans le bon sens, effectivement. Bon. Des bonnes nouvelles, vous en avez, cher Stéphane, oui, pour les passoires thermiques. Oui, des bonnes nouvelles. Alors, 2 bonnes nouvelles pour les passoires et puis une hypothèse. On en parlait parce que les bonnes nouvelles de Stéphane, on va les voir. On va les faire. Donc 2 bonnes nouvelles, en tout cas, pour les passoires thermiques. Elles ne sont pas si nombreuses, les bonnes nouvelles, en ce moment, quand même. Donc, on va se les rappeler. Alors, la première bonne nouvelle, c'est le nouveau DPE. Bon, vous avez vu que le nouveau DPE va arrêter de pénaliser particulièrement les petites surfaces, parce que c'était le cas. Alors je vous passe les raisons. Alors il y a notamment des raisons assez obscures sur les ballons d'eau chaude. S'ils étaient sur une petite surface, ça comptait plus que s'ils étaient sur un 50 mètres ou 60 mètres carrés. Donc bon, à partir de maintenant, et notamment ce sera visible sur le site de l'ADEME, donc on va avoir à peu près 140 000, selon les projections, 140 000 studios petits T2 qui vont effectivement redevenir louables, qui ne vont plus être considérés comme passoires thermiques. C'est le chiffre que nous a donné le ministère. Oui, tout à fait. Alors on verra en fait, si c'est dans les faits. Exactement, parce que pour tout vous dire, je fais un super teasing, mais d'ici la fin de la semaine, j'ai des spécialistes de la data qui sont en train de travailler pour nous, et pour voir si c'est vraiment ce qui va se passer, puisqu'on a désormais la nouvelle grille liée à cette réforme du DPE petite surface. Tout à fait. Et visiblement, alors sur le site de l'ADEME, il y a déjà des petits bugs, parce que moi j'ai eu hier un client qui me disait, mais moi j'ai 3 studios, je comprends pas, il reste toujours à la même note. Donc, bon, bref. Vous allez voir, Stéphane, écoutez-nous en fin de semaine. Merci, avec plaisir, je n'y manquerai pas. Alors déjà, une petite pensée pour les gens qui sont propriétaires de biens de 40,01 mètres carrés, puisque eux, malheureusement... Ouais, mais Stéphane, ça on va pas, franchement... Oui, mais c'est les effets de seuil. Ouais, c'est les effets de seuil. Bon, je suis d'accord. Et on rappelle que 40 mètres carrés, c'est quand même
grand pour du petit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée, c'était plutôt d'être à 30 mètres carrés. Oui, tout à fait. Donc déjà, bon, on prend ça. De toute façon, c'est une bonne nouvelle, donc on prend, c'est bien. Donc, alors, mais là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, 2 conseils pour les investisseurs. 2 conseils pour les investisseurs, notamment ceux qui veulent faire du locatif. Bah, précipitez-vous sur les passoires thermiques maintenant, sur les petites passoires, parce qu'effectivement, vous allez acheter peut-être du F et sans rien faire. Donc du F à vil prix, enfin, en tout cas, à prix fortement décoté aujourd'hui, et vous allez vous retrouver sans rien faire avec du E, voire du D. Donc là, il peut y avoir déjà une opportunité pour ceux qui peuvent être opportunistes et qui vont... Parce que on se rappelle quand même que pour l'instant, ça va être provisoire, ça va être donné à titre indicatif. Et le vrai, donc le moment où effectivement ça sera gravé dans le marbre, ce sera que le 1er juillet. Donc là, on a encore quelques mois où on va être dans un flou, etc. Donc pour les acheteurs, bah, peut-être regarder les passoires, en tout cas les F, qui pourront redevenir louables, etc. Donc bah voilà, il peut y avoir des opportunités. Et je dis dans le même temps, alors c'est la schizophrénie habituelle de l'agent immobilier, je dis en même temps aux vendeurs de passoires thermiques, bah retirez-les de la vente. Si vous avez la possibilité d'attendre le mois de juillet, déjà regardez où vous en serez avec le futur DPE, mais si vous avez l'opportunité d'attendre, bah attendez peut-être, parce que là aussi, sans rien faire, voilà, sans rien faire, votre bien va reprendre de la valeur et il va sortir de sa condition de passoire, etc. Donc bon, ça peut être une opportunité. Juste Stéphane, là, ouais, super, la bonne nouvelle, mais enfin derrière, si j'ai quand même, je sais pas, une fibre écolo et que j'avais quand même envie de faire les travaux de rénovation, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, ce qu'on a appris il y a 2 jours par Bruno Le Maire, cette réduction du budget de MaPrimeRénov'. Ou alors ça s'est fait exprès. Alors là on est raccord. On est raccord effectivement. La prime rénov qui est amputée d'1 milliard. Mais qui reste 600 millions au-dessus. Oui. Ça reste positif effectivement. Ma prime rénov, etc. Machin. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire sur MaPrimeRénov'? Moi, je vais arriver aujourd'hui avec un discours qui va vous paraître peut-être un petit peu décalé. Vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle, c'est ça? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour les gens qui sont au-dessus de, on va dire, en gros, 3 000 €. Vous savez, pour bénéficier de MaPrimeRénov', c'est par couleur, en plus. Par couleur, mais par type de revenu. C'est-à-dire, si vous êtes des ménages très modestes ou modestes, vous avez beaucoup plus d'aide. Voilà, vous êtes bleu ou jaune, vous avez plus d'aide en pourcentage que si vous êtes des ménages intermédiaires ou des ménages élevés. C'est le Nutri-Score de MaPrimeRénov'. Voilà, c'est ça. Et là, je vous dis, mais très clairement, si vous êtes effectivement dans les catégories de revenus intermédiaires ou élevés, oubliez MaPrimeRénov'. Oubliez MaPrimeRénov'. Quoi Oui, je vous le dis carrément, oubliez MaPrimeRénov'. Marie, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais il y a quelques mois amené un dossier MaPrimeRénov' sur le plateau. C'est quoi ça avait provoqué l'hilarité. Ça avait provoqué l'hilarité générale du plateau parce que c'était tellement incompréhensible. C'était incompréhensible, 400 pages absconses avec une complexité mais qui confine à l'absurde. Je veux dire, c'est vraiment personne n'y comprend rien. Même les professionnels sont obligés de lire, de relire pour comprendre les différentes aides. Si vous avez un poêle à bois, si c'est des bûches, si c'est des granulés, c'est pas la même aide, c'est pas le même truc. On est d'accord. Donc c'est invraisemblablement. Mais c'est pas compliqué. pour autant qu'on peut pas être aidé quand même. Non mais justement, alors j'y viens. Si vous êtes sur un revenu élevé, globalement vous avez droit à 30% d'aide sur MaPrimeRénov'. Mais il se trouve que les entreprises RGE sont, parce qu'elles sont très peu notamment, elles sont beaucoup plus chères que les artisans classiques. Elles sont entre ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on examine. Il y a UFC Que Choisir qui a fait une enquête il y a quelques années. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est des prix qui sont 30 à 40% plus élevés. Donc vous voulez dire qu'en passant par un artisan RGE, je perds tout le bénéfice de ma prime? Mais voilà. Alors que je suis obligé de passer par un artisan RGE pour avoir ma prime. Voilà, c'est exactement ça. Donc on oublie ma prime rénov' si vous êtes au-dessus de 3 000 €. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. On oublie parce qu'effectivement on gagne du temps, on gagne de l'énergie. Et je tiens à dire quand même, parce que les artisans RGE, c'est pas des arnaqueurs. Ils sont pas là pour effectivement travailler à 10 fois le prix. C'est pas ça. Les artisans RGE, ils ont des formations obligatoires. Ils ont des normes qui changent tout le temps. Ils ont des normes qui changent tout le temps. Ils sont obligés de se remettre à niveau en permanence. Ils ont des assurances spécifiques. Et puis ils sont pris d'assaut. Oui. C'est-à-dire quand tous les matins vous avez 50 demandes de devis qui arrivent sur votre boîte mail. Bon, bah, voilà, au bout d'un moment. Donc, à quoi ça sert d'aller payer, d'aller gratter 30% d'aide?
le gouvernement cherche à faire des économies. Donc à quoi ça sert d'aller chercher... On va permettre au gouvernement de faire des économies. Voilà, exactement. Voilà. Pour une fois, je vais être bien vu de Bruno Le Maire. Ça sert à quoi d'aller chercher 30% d'économies si effectivement vous payez vos travaux 30 à 40% plus cher? À rien. Donc débrouillez-vous, faites vos travaux dans votre coin avec de bons artisans locaux, recommandés, etc. Et vous gagnez un temps considérable. Vous faites faire des économies à l'État. Tout le monde est content. Bon, deux bonnes nouvelles et vous nous avez promis une piste qui pourrait devenir une troisième. Elle est géniale celle-là, Lorraine. Alors une piste, je dis bien c'est une piste, je vous dis pas voilà c'est ce qui va se passer. Mais il y a quand même une petite musique qui commence à monter. Il y a des juristes qui se posent la question et qui commencent à préparer leurs arguments. Vous allez comprendre où je veux en venir. La taxe, vous savez que la taxe foncière, elle est basée sur la valeur locative d'un bien. Voilà, c'est des coefficients par rapport à la valeur locative d'un bien. Si l'État vous dit votre passoire, vous n'avez pas le droit de la louer, la valeur locative est donc nulle. Donc la taxe foncière doit être nulle. Simple, basique. Alors simple, basique, ça va pas être aussi simple que ça. Parce qu'en fait, on en parlait en antenne avec Stéphane. Je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs qui commencent à rêver. Oui. N'oublions pas que effectivement la taxe foncière se base sur ce qu'on appelle les valeurs locatives, soit un équivalent loyer, c'est vrai. Mais c'est aussi le cas de tous ceux qui payent la taxe foncière pour leur résidence principale. Donc comment la justice va-t-elle faire le distinguo entre une passoire pas louable et donc sans valeur locative et une taxe foncière payée pour une résidence principale qui s'adresse elle aussi et qui s'assoit elle aussi sur une valeur locative? Alors au-delà du droit, moi je suis convaincu qu'il y aura effectivement des contribuables qui pourront faire valoir ce principe-là, et notamment, tous les propriétaires, notamment qui louent des biens, ne sont pas des multipropriétaires qui ont des dizaines de biens, etc., etc. De retraités. 40%, mais c'est ça, 40% des bailleurs sont des retraités, des gens qui parfois ont 60, 70 ans, 75 ans, qui n'ont pas forcément les moyens de faire des travaux, des 40 000, des 50 000 euros de travaux. Et puis vous avez des gens, l'immobilier, c'est pas simplement un actif, parce que vous allez me dire, mais ils ont qu'à vendre, les gens qui effectivement n'ont pas les moyens de faire des travaux. Mais l'immobilier, ce n'est pas qu'un actif, comme disent les financiers, c'est aussi des histoires, c'est aussi une maison de famille. J'en parlais avec une dame l'autre jour, j'essaie de la convaincre de vendre la maison dont elle avait hérité de ses parents, et qui me disait, mais non, moi c'est la maison dans laquelle j'ai grandi, je ne pourrais jamais la vendre. Peut-être que mes enfants la vendront, mais moi je ne peux pas. Et donc cette dame qui est retraitée, qui a 75 ans, qui n'a pas 50 000 euros à mettre dans une rénovation énergétique, elle va en plus payer la taxe foncière. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Moi je ne pense pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Et donc je pense qu'on va vers des batailles en perspective, alors qui ne s'appliqueront pas à tous les contribuables, notamment ça aussi, ça fait jurisprudence quand même. Alors, à la fois, je dis à tout le monde, ne vous emballez pas, mais en même temps, si effectivement il pouvait y avoir une décision. Ça va faire jurisprudence quand? Mais je vais vous dire, on va vers une telle pénurie, mais on le sait, mais tout le monde le répète chaque jour, de biens locatifs, ça sera peut-être un échappatoire aussi peut-être demain pour dire finalement on va freiner, on va décaler parce qu'on ne peut pas se priver de taxes foncières. Est-ce que finalement les pouvoirs publics ne vont pas se servir de cette faille qui sera exploité, nul ne peut en douter, pour dire on met le haut là. Regardez ce qui se passe avec l'évolution du DPE sur les petites surfaces. Là, les pouvoirs publics sont coincés quand même. Ils se sont tirés une balle dans le pied parce que sur un marché normal, interdire des biens à la location, pourquoi pas. Mais avec la pénurie qu'on a, et c'est l'avenir qui sera encore bien pire, est-ce qu'on peut se permettre de sortir 2, 3, 4, 5 millions de logements du parc? Donc ce sera peut-être avec effectivement des failles comme ça que on va assouplir, on va décaler, on va revoir le truc, on va reconsidérer les choses. Bon, voilà, moi c'est une hypothèse. Pour rebooster le budget de ma prime rénov. Ouf. Il est techniquement boosté par rapport à la Oui, tout à fait. Mais quand on voit le chantier quand même, Lorraine, on est très loin du compte quand même. On chiffre, on déchiffre, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Bon, cette piste pour conclure, Stéphane Marie, quelle est la probabilité de concrétisation? Pour les bailleurs modestes, je pense qu'on a effectivement de très bonnes chances de pouvoir aboutir à ça parce que il y a un côté juste en fin de compte, au-delà du droit,
quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire sa rénovation et qui effectivement va être non seulement interdit de louer, mais en plus payer une taxe foncière basée sur une valeur locative, je pense que au moins pour les bailleurs modestes, je pense qu'il pourra y avoir une avancée dans ce sens-là vers une exonération de taxe foncière, encore une fois basée sur la valeur locative. Je suis moins optimiste que Stéphane, mais je l'espère. Je l'espère pour ces petits propriétaires bailleurs qui effectivement, eux, n'ont clairement pas les moyens de faire les travaux. Ils sont un peu pris à la gorge. Voilà, pas forcément les moyens de faire des gros travaux d'envergure. Et vous l'avez rappelé, Stéphane, c'est bien de le dire. L'immobilier, ce n'est pas que des actifs. Tout à fait. C'est aussi des histoires, c'est aussi une vie, c'est aussi voilà des biens dans lesquels on a grandi, on a vu grandir ses enfants. Voilà, c'est aussi ça, l'immobilier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphane Descartier d'être venu.